Alors, Monsieur Messatfa. J'étais un peu perdu dans le bonneto des ordres du jour, mais je m'y retrouve là. Je voulais remercier Madame le maire pour l'honnêteté qu'elle a eue de nous indiquer qu'en fait, elle avait inversé les délibérations parce que son quorum ne tenait qu'à une voix près sur cette délibération. J'avais une question à vous poser sur le sujet, c'est que ce parking du centre-ville, ça fait maintenant depuis 2018 qu'il est fermé. Vous aviez annoncé une réouverture en juin 2025. Je voulais savoir si le calendrier serait tenu. Oui, alors on en a parlé en septembre, hein, ça fait partie des engagements pris par la Leva Park. Donc je vous confirme que ce parking sera bien rénové aux conditions énoncées au conseil municipal au mois de septembre, avec une ouverture donc en juin 2025. Voilà. Juin ou deuxième semestre? Non. Excusez-moi. Parce que ça, c'était l'engagement qu'on a eu en septembre, même un peu avant. Et là, j'entends le directeur général de Leva Park dire que peut-être ça serait deuxième semestre. Juin, mais juin ou deuxième semestre? Parce que le deuxième semestre, il finit en décembre. Ah non, mais je l'entends, mais c'est juste pour savoir si on a cet engagement. Écoutez, l'engagement, c'est juin 2025. Juin, c'est aussi peut-être fin de premier semestre. C'est pour ça que je voulais savoir si on était plutôt dans une optique large où on a serré un peu la prévision avec ce risque de dépassement. Juin, ça peut être aussi fin de premier semestre, mais c'est pour information. Ça peut avoir évolué, il n'y a aucun problème, juste qu'on le sache. Non, non, voilà. Juin, c'est la date souhaitée et on verra comment se passent les travaux et si on rencontre des difficultés qui nous feront retarder l'ouverture du parking. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. L'engagement, il est pris, il est là. Donc, à la Leva Park de le tenir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur le sujet? Donc, on va mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? OK, donc unanimité. Monsieur Messatfa, vous avez des questions sur cette délibération? Allez-y. Oui, une explication de vote. Nous nous abstiendrons, comme nous ne siégeons pas au Levallois Sporting Club, et je souhaitais poser une question sur l'équipe première de volley. Est-ce que vous allez, durant l'année, faire une sorte de calcul de fréquentation des salles? Parce que on a regardé les premiers matchs de l'équipe de Saint-Cloud et on est quand même aujourd'hui à Levallois sur une occupation qui s'apparente autour plutôt de 100 personnes pour un gymnase qui est capable d'accueillir 2000 personnes. Je vois que des efforts ont été faits pour essayer de ramener les écoles. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas sous-utiliser cet équipement sportif qui, à chaque fois qu'il y a une rencontre, nécessite quand même de fermer cette salle et de solliciter des agents pendant 3 jours? Donc c'est un investissement qui existe. Nous, on n'est pas contre le volleyball féminin en élite. Il faut juste que derrière, ça aussi... que ça rapporte, pas forcément financièrement, mais aux Levalloisiens, d'une façon ou d'une autre. Nous vous avions proposé d'essayer de créer, développer une section sportive dans les collèges ou lycées, comme il en existe pour d'autres sports, afin de faire participer des jeunes Levalloisiennes ou des jeunes Levalloisiens davantage au volleyball. Donc nous vous posions ces questions-là. Vous savez, quand on lance une équipe de volleyball féminin, on ne le fait clairement pas pour avoir une rentabilité financière derrière. C'est vrai que c'est un investissement financier, comme l'a rappelé Madame Haddad, avec les montants que la ville de Levallois met cette année, et pour l'entrée au capital, et pour le fonctionnement de ce club. Effectivement, le taux de remplissage est très faible, on le sait. Après, on est sur du volleyball féminin, avec des matchs parfois en semaine. Ou parfois le samedi un peu tôt, donc oui, ça ne draine pas un public de fou. Après, je pense qu'on est sur à peu près le même niveau que le basket de haut niveau cette année, après l'effet Wembanyama. Voilà. Et je me rappelle l'année dernière, vous m'expliquiez qu'il fallait absolument racheter ce club extraordinaire qui était les Métros 92 parce que ça valait des millions et que ça allait exploser à l'avenir. Bien m'en a pris de ne pas vous écouter sur cette recommandation. Mais voilà, en tout cas, effectivement, avoir un club comme ça, on n'est pas là pour avoir de l'argent, on est là pour faire vivre le sport de haut niveau, et que clairement, ces clubs-là, si les communes ne mettent pas la main à la poche pour pouvoir les soutenir financièrement, on les a plus. Voilà. Juste, non, mais je vous rejoins aussi sur le basket, et d'ailleurs le basket, ce n'est plus notre club. Mais plus globalement, c'est pas une logique de
de finances. Moi, je vous dirais aussi que le volley, c'est pas vraiment notre club, je vous l'avais dit, c'est plus le joueuse de l'année dernière, c'est plus l'entraîneur de l'année dernière, c'est que ceux de Saint-Cloud, c'est le président de Saint-Cloud. Mais c'est surtout un autre problème que ça génère. Je vous ai pas demandé qu'il y ait une rentabilité financière dans cet investissement, c'était pas du tout le sens de mon propos. Mon propos reposait sur l'occupation de ce gymnase Marcel Cerdan, qui aujourd'hui est beaucoup pris par le volley et par le basket, au détriment des sections sportives de Levallois, qui avaient d'habitude l'occasion, à peu près chaque année, pour beaucoup de sections qui ont un niveau national, justement de bénéficier de cette salle-là pour pouvoir rayonner dans leur sport au niveau national en accueillant des grands événements. Et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de sections sont plus en difficulté et se plaignent de ne plus avoir des créneaux pour pouvoir organiser ces événements, que ce soit même en semaine ou que ce soit le week-end. Alors, on n'a viré personne pour mettre les Mariannes, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, la seule salle, et vous ne le savez peut-être pas, la seule salle aux normes pour faire jouer les Mariannes, c'est celle-ci. Je ne peux pas les basculer à Gabriel Péry. Voilà, ben c'est ma réponse. Deux questions, Monsieur Messatfa, puis Madame Courade. Merci Madame le maire, je suis un peu gêné avec cette délibération, parce que c'est la première fois à Levallois qu'une crèche fait l'objet d'une délégation de service public. Alors peut-être que je fais vieux jeu, mais pour moi c'est quand même au cœur de la mission de service public d'une collectivité, l'attribution et la gestion des places en crèche. Je peux entendre les considérations financières et vos choix financiers qui n'auront pas été les nôtres, vous l'avez bien dit. Mais remettons un peu de contexte sur cette crèche-là. Donc là aujourd'hui vous nous dites que c'est 30 berceaux. Le terrain 11 et 13 rue Vergniaud, initialement, était un terrain qui appartenait à la ville et qui abritait une crèche de 60 places. Vous l'avez vendu, après, pour faire de la promotion immobilière. On aurait pu estimer que dans une ville carencée, on pouvait essayer d'aller construire des logements sociaux pour sortir de cette carence. Ça n'a pas été votre choix. Alors à l'époque, on n'était pas carencé, Monsieur Messatfa, donc ne dites pas n'importe quoi. Le terrain a été vendu il y a fort longtemps, avant l'arrêté de carence. Donc moi, je veux bien que vous recontextualisiez, mais faites-le correctement. Nous sommes aujourd'hui une ville carencée, et c'était donc une possibilité. Je ne crois pas qu'elle a été vendue. Je crois que c'était en 2015. Si j'ai bien regardé, et la carence date de 2014. On a reçu la carence 2017. 2017, d'accord. Alors, juste, je vais continuer là-dessus. Non, mais je pense qu'on est une ville carencée, on aurait pu avoir cette problématique de travailler sur les logements sociaux. Non, c'est pas raté. C'est raté. Bah, vous me dites que ça date de 2014, alors que ça date de 2017. Je sais que mon explication va vous déranger sur le fond, parce que on a donc vendu un terrain pour que la promotion immobilière se fasse. Et le 27 septembre 2021, nous avons fait un vote pour acquérir des locaux qu'on avait déjà vendus sur un terrain qui nous appartenait avant. Ça a été vendu quand, Monsieur Messatfa? L'acquisition, la vente, elle a été faite quand à peu près 80% des élus de votre majorité siégeaient avec Patrick Balkany. Non, mais donnez la date. Je veux bien. C'était 2018. Non, pas du tout. Si, c'était 2018. Bah écoutez, si vous voulez. Pas du tout. Bah, très bien. Mais en tout cas, je suis pas votre élève. Okay. Moi, je vous parle de ce que vous avez dit et ce qu'on a échangé le 27 septembre 2021, où, je redis, on a vendu un terrain pour de la promotion immobilière, et ensuite on a racheté pour en faire un local qui n'était plus censé accueillir 60 places, mais 34 places. Et aujourd'hui, donc, on avait voté malgré tout positivement cette aberration, et aujourd'hui, vous nous annoncez 30 places, et en plus en DSP, donc externe à l'action de la ville. Voilà, la logique n'est pas la nôtre. Le compte sur le nombre de places en crèche n'y est pas au regard des besoins que les Levalloisiens ont aujourd'hui. Vous faites vos choix, il n'y a pas de question. Nous avons notre vision. Alors, moi, je vais recontextualiser Monsieur Messatfa avec des éléments beaucoup plus précis et beaucoup plus justes que ceux que vous venez de donner. Non, je ne vous redonnais pas la parole, Monsieur Messatfa, c'est pas un échange, vous dites n'importe quoi, je vous réponds. Donc, effectivement, ce terrain a été vendu pour de la promotion immobilière sous le mandat précédent. Quand on est arrivé avec la nécessité de délivrer un permis de construire alors que j'étais maire, j'ai demandé au promoteur de revoir son permis pour pouvoir y intégrer, ce qui n'était pas le cas initialement, et il aurait pu me dire non, pour y réintégrer une crèche, parce qu'il y a effectivement des besoins dans ce quartier. Vous pouvez dire non, Monsieur Messatfa, la réalité est visiblement, elle vous dérange, moi ça ne me dérange pas. Vous dites n'importe quoi, j'ai l'habitude, il y a zéro problème. Mais la réalité, c'est ça. On était face à un terrain sur lequel effectivement une opération de promotion immobilière avec du logement privé devait se faire. Nous avons négocié âprement avec le promoteur pour pouvoir lui faire changer
ses plans et ses équilibres et son programme pour pouvoir y intégrer, parce qu'effectivement il y a des besoins, une crèche en rez-de-chaussée avec un accès en jardin pour les enfants. Voilà. Maintenant, la réalité, c'est celle-ci. Maintenant, vous pouvez dire que c'est encore une fois jamais assez, qu'avant on avait une crèche de 60 berceaux et qu'aujourd'hui on n'en a plus que 30. Effectivement, 60 berceaux dans une crèche, dans un espace comme ça, ça ne rentre pas. Donc voilà. Pourquoi 30 ? Parce que quand on affine, on regarde que finalement 30 enfants seraient plus à l'aise que 34. C'est de l'affinage en fait. Donc voilà, la réalité c'est celle-ci, c'est que grâce à la majorité actuelle, là où il ne devait y avoir qu'une opération immobilière privée avec des logements privés, il y aura demain une crèche pour accueillir les enfants des Levalloisiens qui seront fléchés par le service de la petite enfance et je les en remercie. Voilà pour la Semarelp et sa filiale, la SCRIM. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité 2022, Monsieur Messatfa? Il y a nos rémunérations aussi dedans. Non, j'ai deux questions sur la présentation que vous avez faite de Hutchinson. Donc, je vois qu'il y a une restructuration du terrain. Donc, j'ai une première question. C'est les deux parcelles qui appartenaient à l'office de Levallois, si je me souviens bien, il y était prévu d'avoir 100% de logements sociaux sur les deux parcelles. Et aujourd'hui, le fait de vouloir l'avoir racheté par la Semarelp pour pouvoir essayer de faire un projet plus grand avec Hutchinson, ou même quand je vois la deuxième option, même si ça ne se fait pas, on redescend à 30% de logements sociaux. Et d'après mes calculs, donc on supprimerait, alors qu'initialement il y était prévu pas mal de logements sociaux, 60 logements sociaux en passant de 100%, 100% et 30 à un 30 global. Est-ce que vous me le confirmez? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est si vous arrivez à vous mettre d'accord sur un prix avec Hutchinson, par les différents intermédiaires, quel projet vous voulez réaliser? Est-ce qu'il va s'agir de parking aussi, en plus des habitations, ou on va juste être sur une habitation brute, avec peut-être un parking pour les copropriétaires, mais pas un parking municipal. Et j'irai même plus loin dans ma réflexion, c'est est-ce que vous avez prévu d'y placer un équipement public Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas la ville qui va acquérir cette parcelle-là. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain dont Hutchinson demande 30 millions d'euros. On n'a absolument pas la capacité à l'acquérir. Donc, l'idée, c'est que la SEM puisse se positionner avec des partenaires. Pour l'instant, rien n'est fait parce que les prix étant ce qu'ils sont, Total en demande beaucoup et le marché étant ce qu'il est, peu de personnes sont capables de se positionner. Donc, pour l'instant, tout est un stand-by. Pour vous répondre sur les parcelles qui étaient celles de Levallois Habitat auparavant, maintenant Rive de Seine Habitat a conservé en propre des parcelles sur lesquelles il fera effectivement 100% de logements sociaux, sur les parcelles dont il est resté maître. Levallois Habitat n'a pas dans 100%, on ne diminue pas. Levallois Habitat a gardé certaines parcelles sur lesquelles ils feront bien 100% de logements sociaux. Et sur les parcelles, effectivement, qui ont été achetées par la Semarelp et qui viendront agrandir l'ensemble, si cette vente se fait, de Hutchinson, viendront agrandir la parcelle globale, ce sera bien 30% de logements sociaux qui se feront. Donc, in fine, ce ne sera pas effectivement sur l'intégralité de la parcelle 100% de logements sociaux, je vous confirme. On n'aura pas un énorme bloc de logements sociaux sur cet endroit-là. C'est ma réponse. Vous m'avez demandé si... Alors, monsieur, vous me demandez si sur ces parcelles-là, est-ce que ce sera sur les parcelles achetées par la Semarelp, parce que ce sera 100% de logements sociaux? Ma réponse est non, ce ne sera pas 100% de logements sociaux. Alors, posez vos questions clairement, parce que alors, soit je suis idiote, soit c'est vous qui posez mal vos questions. Je préfère penser que c'est la deuxième option. Monsieur Pérez, vous avez peut-être mieux compris que moi la question, et je veux bien que vous répondiez. Trop rapide, trop à fond. Monsieur Messafta, Messafta, j'arrive pas. Messafta. Messafta. Cette vente il n'arrive déjà pas avec Paul-Antoine, qui devient Paul. Donc, cette promesse de vente, cette promesse de vente, a été approuvée par la préfecture, d'une part. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, il y avait 100% de logements sociaux sur les deux parcelles. La possibilité qu'avait Hutchinson
totale, la parcelle Hutchinson, pas celle qu'on appelle nous communément Hutchinson, mais la parcelle totale, c'est de vendre le bureau, son immeuble en restructuration en bureau et donc faire 0 logement. Aujourd'hui, la préfecture a accepté que l'on fasse sur les 2 parcelles que la Semarel rachète, enfin va racheter demain, et la parcelle totale, faire 30% de logements sociaux, c'est qu'il nous donne une différence de 4 logements sociaux sur la totalité, au lieu des 100%, avec 30% sur les 10 000 mètres carrés, parce que les 2 parcelles regroupées donnent 10 000 mètres carrés, 10 000 et quelques mètres carrés. Donc on a 4 logements et validés par la préfecture. Voilà. Dans le cas, merci pour ces précisions, mais dans le cas où, comme s'il est indiqué dans l'option numéro 2, la Semarette n'arrive pas à acquérir la partie T160 de Hutchinson, celle de la centrale, que va-t-il advenir des deux parcelles qui étaient détenues par l'OPH, qui ont été rachetées par la Semarel, et qui, là, il était prévu 100% de logements sociaux? La partie qui reste l'OPH va être, dès qu'ils ont fini, il y a quelques formalités administratives et quelques personnes à reloger, va être construite et ce sera 100% de logements sociaux. L'intégralité des 2 parcelles? Si jamais, effectivement, la vente de Hutchinson ne se fait pas, que Total dit finalement, mon actif, je le garde parce qu'aujourd'hui, le marché est mauvais, ou finalement, je préfère garder du bureau, etc., la SEM restera propriétaire des 2 parcelles qu'elle a acquises auprès de l'OPH et elle y fera une opération de logement dans lequel il y aura 30% de logements sociaux. Monsieur Messatfa. Je vous remercie pour cette présentation. Je vais être succinct et revenir sur un point qui est important, c'est le taux d'occupation de ces parkings. Nous avons eu la présentation de la nouvelle DSP lors du conseil précédent, ou lors des conseils précédents. La question de l'occupation des parkings est importante puisque dans une ville dense, la recherche de places en surface est complexe, est un vrai enjeu pour le Valois, les Levalloisiens et toutes les personnes qui traversent notre ville et qui galèrent pour se garer. Aujourd'hui, dans ces rapports, nous avons 30% d'occupation à Pompidou, 60% d'occupation au parking Alsace, 50% d'occupation au parking Lorraine, 49% d'occupation à Jules Guesde, 19% au parking Brossolette. Je pense que ce n'est pas des taux d'occupation que le monde du privé accepterait, donc je vais reposer ma question de manière très simple et succincte. C'est savoir... Nous vous avons fait plusieurs propositions pour augmenter ce taux d'occupation. Elles n'ont pour le moment pas été retenues, mais je voulais savoir quelles étaient vos propositions et vos axes d'amélioration de ce taux d'occupation. Je vais très certainement laisser la parole au directeur général dont c'est le souci quotidien, mais dire surtout que taux d'occupation, je ne suis pas sûr qu'on parle toujours de la même chose. Hein. Un parking, il n'est pas plein totalement à un certain moment. La bonne gestion d'un parking, c'est aussi celle qui permet d'optimiser la répartition entre les taux, entre les horaires et les abonnés. C'est le calcul d'un taux d'occupation qui préserve une certaine souplesse de manière à pouvoir gérer les pics d'occupation et les événements ponctuels importants. Et au total, heureusement qu'on n'a pas un taux d'occupation à 100%, même si on a des taux de réservation qui, au total, atteignent 110 ou 120. C'est-à-dire que, comme tout le monde, on essaie de faire un peu de surbooking, mais pas trop. Voilà. Alors après, on peut considérer que l'optimisation, elle peut se faire autrement, qu'elle peut se faire sur d'autres bases de calcul, mais dire que tel parking a un taux d'occupation de 30%, ça n'a rigoureusement aucun sens. Voilà. Monsieur le directeur général, si vous voulez apporter des éléments complémentaires. Non, je veux juste préciser, parce que cette question, ça revient comme les hirondelles au printemps. À chaque rapport du délégataire, on a la question cette question du taux d'occupation.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux d'occupation que vous avez dans le rapport du délégataire ne prend en compte que les abonnés et non pas les horaires. Or, nos parkings, dans nos horaires, vous aurez ça à partir de 2024. Dans la nouvelle DSP, on s'est engagé à changer toute notre monétique et toutes nos bornes et notre système informatique. Donc, sur 2024 et 2025, ça prendra en compte aussi bien les abonnés que les horaires, et donc le rapport délégataire pourra le faire. Mais aujourd'hui, les taux, je vous donne un tableau que nous avons, nous, compilé manuellement après avec nos ordinateurs en interne, et non pas le rapport du délégataire. Le taux d'occupation de nos parkings total est à 98%. Le parking Pompidou, je crois que vous avez cité Pompidou de mémoire, non? Il est à 78%. Voilà. Pourquoi? Il y a même des parkings qui sont à 150%, parce que nos abonnés sont comptabilisés, et on a l'habitude, c'est l'expérience, c'est notre métier de la gestion de parking, et les abonnés, il n'y en a jamais aucune plainte, et les abonnés rentrent, sortent, et voilà. Donc, il n'y a pas de taux d'occupation plus rentable. Et nos chiffres le prouvent. Je me base sur les chiffres qui ont été présentés là dans les rapports, et je me base aussi. Non, mais je me base aussi sur les chiffres de la Chambre régionale des comptes, mais aussi ce qui a été donné comme le rapport du maire et d'activité du maire à la fin de votre DSP. Et devant la fin de votre DSP, il n'y a pas cette distinction. Et justement, c'est là que j'ai regardé. Et pour regarder de manière globale, je ne vais pas partir. Parking c'est les chiffres du délégataire, c'est les chiffres de la Cour des comptes, effectivement, qui sont exactement repris. La Cour des comptes a repris les rapports du délégataire, le rapport du maire exactement à l'époque. Et dans ce cadre-là, on avait une occupation, si je peux me permettre, on avait une occupation qui était indiquée à 60% pour les abonnés et l'usage. Oui. Et donc là, aujourd'hui, il est vrai, on a la possibilité de voir parking par parking. Moi, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais quand on me dit que 19% d'occupation à Brossolette ou 30% à Pompidou, je laisse Marcel Cerdan de côté parce qu'il doit être libre pour pouvoir accueillir des manifestations sportives. Et à mon avis, ça facilite et fluidifie le quartier. Mais on a quand même une logique derrière la sous-occupation de certains parking. Et on l'a évoqué plusieurs fois. Oui. Il existe donc dans des quartiers qui ont émergé après 83, là où on a des copropriétés privées qui disposent de parkings privatifs, il est normal d'avoir moins d'occupation des parkings, on va dire, Levapark. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on proposait, c'est justement une des propositions pour que vous puissiez peut-être la comprendre et l'intégrer, c'est qu'il y a des gens qui utilisent leur voiture tous les jours. À peu près 20-25% de la population qui l'utilisent pour aller travailler. Ces gens-là, on ne va pas leur demander d'aller faire 500-600 mètres pour aller chercher leur voiture au parking. Donc ces personnes-là, ils veulent avoir un parking à 200 mètres de chez eux, donc ça c'est une chose. Mais il existe aussi d'autres personnes qui utilisent leur voiture, à mon avis, peut-être une fois par semaine pour aller faire des sorties en famille, faire leurs courses. Ces gens-là sont capables d'aller faire 700-800 mètres, aller prendre un parking un peu plus éloigné de chez eux, pour pouvoir ensuite revenir et aller chercher toute la famille ensemble. Ces gens-là, si on leur propose une tarification un peu moindre de ce qui existe aujourd'hui dans les parkings qui sont sous-occupés, peut-être que les chiffres financiers seront encore meilleurs pour le Vapark, parce qu'ils sont déjà bons. Je vous le propose, parce que si on était au ras des pâquerettes, on ne pourrait pas, par exemple, diminuer et proposer cette tarification différenciée de 125 à 80, par exemple. On a 1 million de bénéfices. Donc, une réflexion pourrait être menée là-dessus. Ça fait depuis 2020 qu'on essaye de la porter, parce qu'on est convaincu que ça pourrait être un facteur qui va nous permettre de récupérer de l'espace en surface, et aussi encore améliorer davantage les comptes de Levapark, parce qu'aujourd'hui, une place vide, c'est 0. Ok, merci Monsieur Messatfa. Nous approuvons le rapport des représentants et prenons acte de la communication du rapport d'activité également pour Levapark. Merci Monsieur Gaborio, Monsieur Messatfa, qui visiblement veut intervenir sur toutes les délibérations. Mais c'est bien.
Non, c'est pour vous poser une question. Je crois qu'on a travaillé 3-4 mois avec ce délégataire avant que, via la préfecture, l'agrément soit levé. Est-ce que ça nous autorise à avoir une action et une sanction vis-à-vis d'Interdépannage où on n'a aucun moyen, ou est-ce qu'elle va être dissoute? Est-ce qu'il y a une possibilité? Pour demander quoi? Le rapport, parce que je pense que c'était, je pensais que c'était une obligation. C'est une obligation légale et je voulais savoir si la ville a la possibilité de le faire. J'entends bien les difficultés puisqu'on n'a pas fait une année complète avec cette société qui aujourd'hui subit les foudres de la justice. Mais je voulais savoir si on n'avait pas un moyen et s'il était possible de regarder. Parce que... le moyen, c'est d'engager une action, d'intenter une action contre l'intéressé, mais engager des frais de justice pour récupérer un rapport où on sait globalement ce qui s'est passé, bon, voilà. Il n'y a pas de volonté en ce sens, en tout cas. Oui, bien sûr qu'on a fait des... Mais je pense que vous avez fait le travail pour obtenir des rapports. Oui, les équipes des affaires juridiques ont effectivement fait le nécessaire pour obtenir la communication de ces rapports. Pas de son, pas d'image en face. Bon, vu l'enjeu, comme il n'y a ni de somme à récupérer, ni rien, bon, voilà, on passe. Et on a changé de délégataire, avec une nouvelle DSP qui commence au 1er janvier. Merci, Monsieur Gaborio. Nous prenons donc acte de la communication de ce rapport. Monsieur Messatfa, vous avez une question? Merci, Madame le maire. Merci, Madame Deschiens, pour cette présentation. Si je comprends bien, je voudrais juste... D'abord, la question, je vais la donner au préalable. Aujourd'hui, notre réseau chaud est alimenté par la vapeur rachetée au CPCU qui lui-même récupère de la chaleur grâce à la combustion réalisée par le SICTOM qui est à Saint-Ouen. Aujourd'hui, des villes sont en train de travailler pour avoir un raccrochement direct à Saint-Ouen et ne pas donc passer par un intermédiaire complémentaire qui, logiquement, fait augmenter les coûts. Ça m'a l'air logique. Je voudrais savoir si la ville de Levallois, à l'instar d'une ville comme Saint-Ouen ou à l'instar d'une ville comme Clichy-la-Garenne, avait cette volonté aussi d'avoir un raccordement direct au SICTOM pour éviter de rajouter un intermédiaire. Et ma deuxième question, c'est, vous l'avez aussi indiqué dans votre rapport, initialement, donc en 2013, quand il y a eu la DSP Qualita, il était aussi prévu de récupérer un réseau de la chaleur produite par des data centers situés à Clichy. Malgré les efforts d'IDEX, ça n'a pas été possible. Est-ce qu'aujourd'hui, cette impossibilité amène à une réflexion pour avoir d'autres sources de chaleur? Je pense aux eaux usées du SIAP notamment. Alors, plusieurs choses. La première, alors je vais vous faire un petit peu dresser le bilan. D'ailleurs, l'un de vos collègues, nous étions encore une fois en réunion de bureau de SICTOM hier après-midi à ce sujet. Aujourd'hui, le SICTOM a contractualisé depuis très longtemps avec la CPCU et la ville de Paris, qui fournit donc une exclusivité, qui délivre donc une exclusivité à la CPCU de cette fameuse chaleur dont vous parlez. Cette exclusivité tombera au 1er janvier 2027, date de prise d'effet de la future, date prévisionnelle de prise d'effet de la future délégation de service public en cours, qui vient enfin d'être lancée par la ville de Paris concernant son réseau de chaleur, afin, nous le souhaitons tous, de renouveler la CPCU. Aujourd'hui, 2 candidats ont été admis par la ville de Paris. D'une part, l'équipe sortante, donc la CPCU Angie, et d'autre part, Dalkia. Voilà. Donc l'exclusivité tombe. De ce fait, cela signifie que, corrélativement, le SICTOM va pouvoir co-contractualiser directement avec les communes, dont évidemment Levallois, ce qui signifie qu'au lieu d'acheter la chaleur telle que Qualita l'achète aujourd'hui à un prix de 72 €, elle pourra être achetée à 33 €. Et aujourd'hui, le SICTOM est en négociation avec la CPCU pour que cela puisse
être le cas dès le 1er janvier 2025. Voilà. Donc le Valois est dedans. Voilà, et le Valois est dedans. Maintenant, évidemment, nous sommes dedans. Pour être clair, le président du SICTOM, Corentin Dupré, nous avons travaillé très étroitement sur ce dossier. Et je vous remercie de citer nos amis clichois, mais la difficulté aujourd'hui de nos amis clichois, c'est qu'ils ne sont pas en réseau de basse température comme nous, ce qui fait que leur projet, en fait, il se révèle qu'ils ont pris acte, ils vont bientôt prendre acte que leur projet en fait, est beaucoup trop onéreux pour les Clichois et vont donc souhaiter revenir vers le Valois pour que nous puissions remettre en service une canalisation qui existe, qui relie donc Clichy à, enfin, pardon, l'usine de Saint-Ouen à Clichy, à le Valois, plus exactement dans la sous-station qui est située rue Paul-Vaillant-Couturier, à l'angle de la rue de la Gare. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, nous avions, lorsque nous avons lancé notre délégation de service public en 2012, nous avions demandé à ce qu'il y ait une recherche de verdissement du réseau, puisque nous savions très bien que la CPCU plafonne à 54%, et nous souhaitions donc, nous avions donc demandé au niveau des candidatures et de la remise des offres à ce qu'il y ait une proposition de verdissement. La proposition de verdissement qui avait été remise par Qualita était effectivement la récupération de la chaleur émise par le data center situé de l'autre côté de la voie ferrée, donc situé à Clichy, l'entreprise Global Switch. Global Switch n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris auprès de Qualita. Et nous avions eu raison à l'époque de veiller à ce qu'au moment de la négociation, ce que nous visions, qui était également une TVA à 5,5 sur 100% de la facture, puisqu'avant, ce dont ne bénéficient pas les abonnés parisiens aujourd'hui, nous avions souhaité, dans le cadre des négociations, que le Valoisien bénéficie d'une TVA 5,5 à la fois sur l'abonnement et sur la consommation. Et pour qu'il y ait une TVA à 5,5 sur la consommation, il fallait atteindre 60% de NR. D'où la proposition qui avait été remise par Qualita avec Global Switch. Comme on connaît tous un petit peu comment les choses peuvent se dérouler, dans le cadre de négociations, j'avais exigé que Qualita prenne un risque industriel, ce qu'ils ont pris. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis la mise en route de cette nouvelle DSP, donc depuis 2013, le Valoisien bénéficie sur l'ensemble, sur la totalité de sa facture, d'une TVA à 5,5. Bon. Ça n'arrange pas, le verdissement n'a pas eu lieu dans les proportions que nous souhaitions, mais financièrement, pour nos Levalloisiens, tel est le cas. La TVA à 5,5 est là. Aujourd'hui, nous avons effectivement, alors vous me parlez du projet du SIAP. Le projet du SIAP, la Clichy, vous le savez très bien, a été interrompu pendant de nombreuses années. Il a redémarré pour la même raison que celle que je citais, je vous donnais tout à l'heure. Le réseau de chaleur de Clichy est en eau surchauffée, alors que nous sommes à eau chaude. Donc d'un côté, il y a de la haute pression, de l'autre côté, de la basse pression. Donc le projet du SIAP, économiquement, n'est pas ce que nous recherchons, enfin en tout cas, ce n'est pas ce que Clichy recherche. Nous sommes également en très étroite partenariat avec la société d'assainissement de la ville de Paris, SAP, qui a effectivement un collecteur qui traverse la rue du président Wilson et qui arrivait à l'extrémité, arrivé à l'intersection de la rue Paul-Vaillant-Couturier, tourne à droite.
et coule ainsi jusqu'à Clichy. Et là aussi, donc, nous sommes sur la récupération des eaux usées, telles que nous l'avons fait sur le centre aquatique, où je me permets simplement de vous rappeler que nous sommes la première collectivité de France à avoir mis au point, à avoir installé cette innovation. Voilà. Donc nous avons deux options très sérieuses qui sont la récupération donc des calories dans les eaux usées des collecteurs Marceau et puis à moindre proportion Asnières qui est celui de la rue Victor Hugo, et puis l'autre piste qui est très avancée également qui est la récupération de la chaleur de nos deux centrales de froid. Nous finissons en beauté avec le vœu du groupe Levallois d'Avenir sur l'expérimentation du port de l'uniforme dans les écoles primaires de Levallois. Monsieur Messatfa. Merci à Madame le maire, et j'en profite pour remercier les services de la ville qui ont dès hier contacté le ministère de l'Éducation nationale suite aussi à ce vœu qui avait été transmis la semaine dernière. Le 6 décembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale, M. Gabriel Attal, a annoncé sa volonté d'initier une expérimentation nationale du port d'une tenue vestimentaire unique pour les écoliers, les collégiens et les lycéens des collectivités territoriales qui se porteraient volontaires. Cette expérimentation débutera à la rentrée de septembre 2024 pour une durée de 2 ans. Convaincus de la nécessité d'améliorer le climat d'apprentissage dans nos écoles et de renforcer la cohésion entre les élèves pour notamment lutter contre le harcèlement scolaire, nous souhaitons la participation d'écoles primaires de Levallois afin de déterminer sur une base scientifique si la mise en place ou non de ce dispositif permet d'atteindre ces objectifs. Aussi, nous émettons que la ville de Levallois sollicite le volontariat de la communauté éducative de plusieurs écoles primaires de notre commune et présente sa candidature à cette expérimentation qui débutera à la rentrée prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Messatfa, pour ce vœu sur un sujet qui, alors je le crois, fait plutôt consensus dans cette enceinte. Effectivement, le port de l'uniforme dans nos écoles, pourquoi pas, en tout cas à tester. Simplement, Monsieur Messatfa, encore une fois, vous avez commencé votre vœu par une contre-vérité. Mon cabinet n'a pas échangé hier avec le cabinet du ministre. En fait, ça fait 2 mois qu'on travaille sur ce sujet. 2 mois. Le problème, Monsieur Messatfa, c'est qu'en fait, vous nous appelez jamais. Vous ne vous intéressez jamais à ce qu'on fait, à la manière dont on travaille. C'est-à-dire que, alors je comprends que vous ne vouliez pas m'appeler moi, mais appelez mon cabinet, appelez mes collaborateurs, appelez ma DGS, qui pourront vous informer sur ce qu'on fait. Vraiment, c'est-à-dire que, en fait, à part venir nous abreuver de vos vœux et de vos questions en conseil municipal, vous ne vous intéressez jamais, mais jamais, au travail que l'on fait tous les jours avec les services, avec les élus, au sein de la majorité. Madame Vaudevire et Madame Courade ont pris la peine, effectivement, de demander un rendez-vous avec Monsieur Cavallini pour parler de la modification numéro 3 du PLU. Elles échangent régulièrement avec les différents élus ou les différents services dès qu'elles ont une question, avec mon cabinet. Enfin voilà, c'est constructif, vraiment. Là, vous arrivez 2 mois après la bataille, Monsieur Messatfa, 2 mois. C'est-à-dire que la première fois que j'ai échangé à ce sujet, et je l'en remercie, et vous pourrez lui transmettre mes remerciements, avec Madame la députée, c'était le 17 octobre dernier. Le 17 octobre, où j'ai échangé avec elle, où elle m'a effectivement parlé de l'opportunité de s'inscrire dans ce dispositif. À ce moment-là, je lui ai effectivement répondu qu'on manquait d'informations, c'est-à-dire que j'avais besoin d'informations sur de quel uniforme on parle exactement, qui paye, très important, qui paye, est-ce que ce sont les familles de Levallois, est-ce que c'est l'État, est-ce que ce sont les communes, vers quoi on s'oriente, etc., etc. Donc, Madame la députée a fait ce travail-là de nous donner tout un tas d'informations, de nous mettre en relation avec les bons interlocuteurs. On a effectivement attendu que les choses se précisent pour avoir aujourd'hui une idée un petit peu claire de la manière dont cette expérimentation se ferait. Et avec ces éléments qu'on a pu récolter, ne serait-ce que sur le coût, qui supporte le coût ? Enfin, cette question-là, voilà, on a des éléments que très récemment. Non mais c'est ce que vous dites, sauf que ce que vous oubliez, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il faut l'approbation des écoles. Sauf que moi, je ne vais pas voir les écoles pour leur demander qui est partant pour une expérimentation sans avoir au préalable. Alors vous pouvez faire une tête exaspérée et excédée, mais la vérité, c'est que tout se fait dans l'ordre.
Tout se fait dans l'ordre, Monsieur Messatfa. Donc effectivement, Madame la députée, et c'est son rôle, nous a sollicité sur ce dispositif, et merci. Nous avons fait le travail avec mon cabinet afin de récolter toutes les informations utiles pour savoir comment allait se passer cette expérimentation. Et prochaine étape, Madame Bourdais-Mathis, mon adjointe aux affaires scolaires, va effectivement solliciter la communauté éducative pour savoir qui, au regard aujourd'hui des critères qui ont été ou des modalités de cette mise en œuvre d'expérimentation, est partant pour pouvoir s'inscrire dedans. Alors vous me parlez uniquement des primaires, mais alors ça concerne tout le monde, les maternelles et les primaires. Si, ça concerne tout le monde. Et si, y compris les collèges et le lycée, si on le voulait. Mais si, Monsieur Messatfa. Mais si. Donc, on verra avec la communauté éducative quelles sont les écoles qui sont effectivement partantes pour s'inscrire dans ce dispositif-là. Mais encore une fois, vous arrivez 2 mois après la bataille parce que vous voulez faire tout seul, tout le temps. Vous ne vous intéressez jamais à ce qu'on fait ici. Et c'est dommage, Monsieur Messatfa. C'est vraiment dommage parce que on travaille correctement ici, je vous le promets. On travaille correctement et on arrive y compris à travailler avec Madame la députée sur des sujets importants, malgré les oppositions politiques qu'on peut avoir par ailleurs, et c'est pas grave, elles sont surmontables. Tout est surmontable dès lors qu'on y met de la bonne volonté et que le moteur numéro 1 n'est pas l'intérêt personnel et se mettre en avant de manière comme ça constamment maladive, mais juste d'œuvrer pour le bien commun. Juste ça. C'est-à-dire que Madame la députée, quand elle m'a dit pourquoi ne pas s'inscrire dans ce dispositif, elle n'avait aucun intérêt personnel à le faire. Mais pourquoi ne pas juste nous solliciter? Non, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'encore une fois, un vœu, vous exprimez votre vœu, je réponds. Alors, visiblement, vous avez envie de répondre pour m'expliquer que vous êtes formidable et que vous participez très bien et que vous travaillez très bien avec l'ensemble de mes services. C'est ça que vous allez me dire, Monsieur Messatfa? Moi, je vous réponds que non. C'est-à-dire que vous m'avez fait la dernière fois le jeu des questions et réponses, moi je vous fais la même. C'est-à-dire que vous faites tout seul dans votre coin. Pourtant, Monsieur Messatfa, pardon, mais en ce moment, j'ai l'impression que vous avez du temps. Vous avez du temps pour aller faire des petites balades dans Paris du côté de l'île de la Cité pour soutenir un ami cher qui vous manque, visiblement. Vous avez du temps pour ce genre de choses, mais pas pour aller appeler mon directeur de cabinet pour savoir comment on travaille. Donc franchement, utilisez votre temps, Monsieur Messatfa, non pas pour essayer de faire de la com et de vous faire mousser, parce que ça fatigue les Levalloisiens, je vous promets, ça les fatigue. Je vous promets. Prenez votre temps pour vraiment travailler pour eux. Vraiment. Profitez-en, vous en avez du temps. Madame Courade. Et je vous demande, Madame Courade, de remercier Madame la députée, au nom de la majorité, pour cette démarche qu'elle a eue. Au-delà de toute considération politique et de tout différent que l'on peut avoir par ailleurs. Merci Madame le maire. Simplement une rapide explication de vote. Nous voterons pour ce vœu puisque nous sommes totalement d'accord sur la mise en place de ce dispositif à Levallois. Et je tenais à saluer la qualité des échanges qu'il y a pu effectivement y avoir entre Madame la députée et vous-même à ce sujet. D'accord. Alors sur le fond, moi j'aimerais que ce vœu soit retiré parce qu'il est prématuré, que je ne fais pas voter un vœu qui demande, je cite, que nous nous inscrivions, que nous présentions notre candidature à cette expérimentation si je ne sais pas quelles sont les écoles qui sont prêtes à nous suivre. Voilà, simplement. Tout en saluant effectivement l'intérêt de cette expérimentation. Monsieur Messatfa. Je vous remercie. Un vœu n'est pas un piège, donc je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours autant sur la défensive, voire en temps un peu excité. Excité. C'est un moyen, oui, je le dis à dessein. Il y a de l'excitation et de l'agressivité. Moi, je vous dis que le vœu, c'était un moyen pour l'opposition de présenter un point à l'ordre du jour. C'est pas une attaque personnelle, vous l'avez dit, qu'il y avait consensus dans cette assemblée, et il nous semblait intéressant de pouvoir en discuter dans le cadre du conseil municipal et d'avoir un conseil municipal unanime sur ce sujet qui va voir la communauté éducative. Et je n'ai pas dit que la ville devait faire les choses dans son coin. Vous dites que vous travaillez depuis 2 mois. Moi, j'étais présent quand vous avez parlé de la discussion que vous avez eue avec Madame la députée. Sauf que les éclaircissements sur ce dispositif ont été présentés le 6 décembre. Donc je ne vois pas pourquoi un vœu qui est censé faire consensus, qui demande l'avis de la communauté éducative et qui demande de s'inscrire dans ce dispositif, pose autant de problèmes et en fait sollicite votre courroux systématiquement. Il faut se détendre. Ah, moi je suis très détendu, vous inquiétez vous avez pas, pas Monsieur l'air, Messatfa. Vous prenez un peu d'adrénaline. Mais non, vous avez... Sur... je sais plus du coup ce que vous me racontiez. C'était trop long. Madame Courade.
Et je vais retrouver. C'était pour une proposition alternative. Est-ce qu'on ne pourrait pas amender le texte? La dernière fois que j'ai fait ça, que n'a-t-on pas dit? Pour ça, je prends le risque de le proposer moi. De l'amender simplement sur le dernier paragraphe, où au lieu de solliciter le volontariat de la communauté éducative de plusieurs écoles, de mettre ce que vous disiez en disant qu'il fallait consulter les écoles. Alors, je propose une suspension de séance de 3 minutes, qu'on s'entende sur une rédaction commune et qu'on le vote. Parfait. Suspension. Alors, le vœu sur proposition de Madame Courade a donc été amendé, et ce vœu modifié devient donc, comme souligné par mon directeur général adjoint en charge des affaires juridiques, un vœu du Conseil municipal, qui se conclut donc ainsi. Nous émettons le vœu que la ville de Levallois sollicite le volontariat de la communauté éducative de plusieurs écoles d'ailleurs de notre commune. Point. Si un ou plusieurs conseils d'école choisit de s'inscrire dans cette expérimentation, la ville de Levallois accompagnera sa mise en œuvre. Dès lors que cette rédaction est précisée et plus juste, je propose que nous adoptions tous ce vœu du conseil municipal. Je vais donc mettre aux voix qui est pour, avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Tous les points à l'ordre du jour ayant été étudiés, la séance est donc levée.